Bienvenue à cette première table ronde de l'événement Immobilier en scène, qui va traiter des relations locataires-bailleurs, que retenir de la crise sanitaire. On ne va pas se mentir, quand on a préparé ces tables rondes, on s'est dit, pour un premier sujet, ça pourrait paraître un tantinet austère, si ce n'est sévère, mais pas du tout, c'est passionnant. Et nous avons ici quelqu'un qui va vous le prouver, c'est Marie Cheval, qui a une analyse que je qualifierais de lumineuse sur cette thématique, à tous les sens du terme. Si je devais la résumer en un mot, je dirais, et c'est très bien pour une table ronde, c'est le dialogue. Marie Cheval. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on sort, enfin j'espère qu'on en sort, de 2 ans très nourris de négociations sur les sujets Covid entre bailleurs et preneurs. Et moi, je pense qu'il faut toujours positiver ces problèmes. Et donc, on en ressort en fait grandi parce que d'abord, on a beaucoup échangé. Alors, il y a eu plusieurs phases. Ça a été très compliqué au début. On a trouvé des modus vivendi. Et chez Carmila, on gère 6000 baux. Donc, on y a passé beaucoup de temps. Et moi, je veux ressortir de cette crise en se disant que ça nous a rapprochés entre les preneurs et les bailleurs. On a trouvé des solutions. Le deuxième sujet que je remarque, je trouve que cette crise, elle a montré que le bail a tenu. On n'a dans aucun cas dû faire exploser le bail, et je trouve que ça montre que le bail français, il est très protecteur pour le preneur et qui permet des évolutions, puisqu'il nous a quand même permis de gérer une crise qui était complètement extraordinaire au sens littéral du terme, puisque jamais vu, et on n'avait jamais envisagé ça. Et puis l'autre sujet qu'on a vu chez Carmila, c'est que ça a mis sur le devant de la table des nouveaux sujets. Ça nous a permis de découvrir des nouvelles opportunités avec nos preneurs. D'ailleurs, on a eu une année commerciale très très riche, parce qu'on a négocié, on a aussi trouvé des contreparties et trouvé des nouvelles idées pour travailler ensemble, des nouveaux formats. Et puis, on a vu apparaître aussi des nouvelles enseignes. Et nous, ça nous a permis, par exemple, d'aller chercher des marques du digital, qu'on appelle des DNVB, qui sont intéressées par le commerce physique. Alors, je rebondis sur vos propos, Marie Cheval, et je vais m'adresser maintenant à Fay. Bien sûr, là, on a la vision relativement lumineuse, mais il y a eu aussi quand même pas mal, notamment au début, de problématiques, on va dire, d'épreuves de force, peut-être même d'aléas judiciaires qui se développent. Est-ce que vous pouvez nous en parler à votre expérience ? Oui, alors effectivement, bonjour. En tant qu'avocat plaidant et contentieux, mais également avocat conseil, dès le 17 mars 2020, on s'est réveillé le matin avec des appels de preneurs, de bailleurs qui se demandaient si on pouvait ne plus payer son loyer ou comment faire pour forcer son bailleur, son preneur à payer son loyer selon la position dans laquelle on se trouvait. Donc c'est vrai que le matin du 17 mars, on s'est réveillés tous avec une vision un peu contentieuse du bail, en se disant que ça fonctionnerait au rapport de force. On a évoqué la force majeure de manière très spontanée, en se disant que ça fonctionnerait, que ce serait l'arme absolue. Et puis, très vite, j'ai dit à mes clients que vraisemblablement toute l'économie allait tenir d'opérateur en opérateur et que pour chaque opérateur de soulever la question de la force majeure, ça ferait que ça conduirait à un effondrement total puisque personne ne remplirait ses obligations. Donc ça ne pouvait pas fonctionner de cette manière. Et avec le temps, d'une position très contentieuse et très antagoniste, nous sommes passés à une démarche beaucoup plus concertée. Et j'ai le même constat que Marie sur cette question, c'est-à-dire que d'abord les preneurs et les bailleurs ne se sont probablement jamais autant parlé. Jamais autant bien connus, c'est-à-dire que les bailleurs sont rentrés aussi dans l'opérationnel de leurs preneurs pour comprendre ce qui posait problème et la manière dans laquelle ils pourraient les aider. Et puis, on est arrivé effectivement à une démarche où on a compris qu'il allait falloir négocier. Très bien, merci Fay. Je vais passer la parole à Dominique Ozanne. Vous, si j'osais, je dirais que vous êtes un peu un enfant du Covid dans vos nouveaux projets immobiliers, puisque votre entreprise Ova Hospitality a été créée fin 2020. Vous rejoignez en fait ce que disent Marie et Fay. Vous insistez sur l'alignement des intérêts qui se développent dans la filière. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ?
Écoutez, effectivement, ce qu'on a vu pendant cette période de Covid, c'est que plus l'alignement d'intérêts entre les propriétaires et les preneurs était fort, plus ils arrivaient à traiter de façon assez simple les problématiques de Covid. Plus on avait, je dirais, des relations structurantes avec ces opérateurs, plus la relation était longue, elle était solide. Plus évidemment aussi le locataire avait un bilan solide et des taux d'effort raisonnables, parce que plus les discussions étaient d'autant plus compliquées que les taux d'effort étaient très élevés et que la qualité de bilan n'était pas là. Mais globalement, quand on réunissait toutes ces conditions qui permettaient la mise en place de partenariats solides, les gens se sont parlé sans trop de difficultés et sont arrivés à des accords. Alors oui, le bail a été conforté, mais je pense qu'il va être adapté quand même post cette crise du Covid. Et on le voit, nous, sur beaucoup de discussions qu'on a sur des nouveaux baux. Qu'est-ce qu'on constate? On a très concrètement plus de loyers variables parce que les opérateurs, évidemment, veulent que les alignés convergent, que les intérêts convergent et du coup, ils proposent plus de loyers variables. On voit des clauses Covid, j'appelle ça, c'est-à-dire que si on a des nouveaux confinements, on a des périodes de franchise quasi systématiques. Et puis une vraie nouveauté, c'est que les locataires veulent de plus en plus avoir leur mot à dire sur l'immobilier qu'ils externalisent ou l'immobilier qu'ils louent. C'est-à-dire qu'ils demandent de plus en plus à être, pour certains, en equity dans les opérations, à avoir une part d'equity dans l'opération pour pouvoir remettre la main sur leur immobilier sur le long terme ou pour pouvoir tout simplement être aligné avec le propriétaire et être autour de la table pour pouvoir se prononcer sur un certain nombre de clauses. Très bien. Alors, on voit qu'on est en train de passer de la notion de dialogue à celle d'accompagnement. Marie Cheval, est-ce que vous avez des exemples concrets d'accompagnement que vous avez été amené à réaliser dans vos 215 centres commerciaux? On a parlé aussi des baux éphémères, vous voyez. Est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser quelque part, les baux éphémères, sans jeu de mots? Oui, sur l'accompagnement, je pense qu'on s'est aperçu, nous on a 40% d'indépendants et de franchisés dans nos centres, avec beaucoup de commerçants qui n'avaient pas les moyens d'être présents notamment sur le digital et de développer des services omnicanaux pour les clients. Donc on a beaucoup travaillé sur cet accompagnement-là, notamment l'année dernière pendant le Covid-1 et le Covid-2, en leur proposant des sites pour vendre en ligne leurs produits, ne serait-ce que des formations sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que ça a aussi renforcé nos liens. Sur les baux éphémères, alors nous, on n'a pas constaté de bascule de baux, on va dire, standards vers des baux éphémères, mais néanmoins, il y a beaucoup d'activités de vente éphémère et de vente même très éphémère, des ventes événementielles de quelques jours, voilà, que d'ailleurs qu'on peut faire dans nos centres. Et ça montre, je crois, aussi un renouvellement du commerce. Il y a eu, je pense, une accélération de beaucoup de tendances pendant ce Covid, avec beaucoup de projets, et ça, c'est très important pour notre activité. Très bien. Dominique Ozanne, vous avez également, lors de nos discussions, évoqué une dimension importante, mais tout le monde peut répondre à cette question. Les aides de l'État, dans cette période, ont joué un rôle déterminant. Est-ce que tel ou tel d'entre vous veut, ou les trois peut-être, veulent donner leur version des choses? Alors, non seulement elles ont joué un rôle déterminant, mais elles vont jouer, à mon avis, à l'avenir, un rôle encore plus important. En ce sens que quand on regarde un peu, par exemple, le secteur de l'hôtellerie avec une vue un peu d'ensemble en Europe, on s'aperçoit qu'en France, c'est l'un des pays où on a été de très loin le plus aidé, en tout cas sur la partie restauration, hôtellerie. Et donc aujourd'hui, on a très concrètement des valeurs qui sont stabilisées, des locataires qui sont plutôt sereins, parce qu'ils ont des niveaux de trésorerie qui sont bien supérieurs à ce qui se fait dans d'autres pays en Europe. À l'inverse, on voit des situations qui commencent à se retourner dans des pays, je sais pas, comme la Grèce ou comme le Portugal ou l'Espagne, où les aides ont été moins importantes. Et du coup, on voit arriver sur le marché ce qu'on appelle des opérations value-add, un peu distress, qui sont souvent mis sur le marché soit par les vendeurs directement, soit par les banquiers qui ont repris la main sur les actifs. Et donc je pense que ces situations ont aidé quand même, ces aides de l'État ont très fortement aidé les relations locataires-bailleurs, parce qu'elles ont facilité les négociations, vu qu'à chaque fois on en a tenu compte. Et c'est d'ailleurs un vrai souci, je dirais, de transparence mutuelle, c'est-à-dire que les locataires ont très souvent été très transparents sur les aides qu'ils obtenaient, et du coup qui venaient en diminution de l'effort qu'ils demandaient aux bailleurs. Faye, est-ce que vous voulez commenter? Oui, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, la transition est faite. C'est qu'on a pu constater également que, évidemment, ça a aidé les preneurs de manière très directe, mais ça a aidé aussi les bailleurs dans une réflexion concertée. Et les clauses Covid qu'on a pu constater dans les avenants qui ont été faits au baux, effectivement, prenaient en compte
la question des diminutions des aides d'État. C'est-à-dire qu'il y avait généralement des dispositions qui engageaient le preneur à communiquer les montants des aides qui étaient obtenues, ce qui venait impacter l'aide apportée par le bailleur. Et ça a conduit effectivement à une concertation, et d'ailleurs à une meilleure concertation que lors du premier confinement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors du premier confinement, les aides d'État ont principalement apporté à la question du chômage partiel, et ça a été la première préoccupation de l'État à ce moment-là. Et il n'a pas été pris en compte l'impact que pourrait avoir dans la situation des preneurs le poids du loyer. Et on s'est aperçu que les négociations et les discussions étaient extrêmement différentes d'un bailleur à un autre, ce qui a créé une très forte inégalité des preneurs et des bailleurs face à leurs preneurs, puisqu'évidemment ce sont des rapports de force dans les discussions. Et donc lors du deuxième confinement, on va appeler ça comme ça, même si ce n'était pas exactement la même chose, le gouvernement avait pris en compte la question du loyer, ce qui a aidé à cet apaisement qu'on a constaté avec le temps. Très bien. Mais Marie Cheval, vous avez aussi votre... Non, je pense qu'effectivement, comme le dit Faye, la transparence entre les preneurs et les bailleurs sur les aides, elle est très importante. Nous, on est très présents en Espagne. On a pu constater combien il y a eu beaucoup d'aides en France et pas en Espagne. Et effectivement, ça pèse beaucoup sur la nature des relations entre les bailleurs et les preneurs. Et je pense qu'on a de la chance d'avoir eu ce niveau d'aide en France, et il faut le souligner. Et d'ailleurs, avec vraiment une gradation qu'on voit entre la période Covid-1, où c'était aussi très nouveau, ça a été très tendu, il n'y avait pas trop d'encadrement, et la période Covid-2 de novembre 2020, où ça a été beaucoup plus fluide, parce que c'était beaucoup plus, on va dire, un peu cadré. Voilà. Donc, il y a eu un apprentissage. Il y a eu un apprentissage collectif. Se diffusent. Il faut se rappeler qu'effectivement, le 17 mars 2020, tout le monde découvrait le sujet, et personne ne savait trop comment le prendre. Et je pense que collectivement, on a progressé. Alors bien sûr, et c'est un point sur lequel vous avez insisté, je rebondis sur les propos de Marie Cheval pour vous poser la question, peut-être vous plus spécifiquement de Medi-Causanne. Vous insistez dans ce contexte sur l'importance accrue de la compétence des équipes. Qu'est-ce que vous pouvez en témoigner ? En fait, on a vu qu'il fallait évidemment connaître parfaitement ses locataires, être capable de comprendre leurs problématiques et de parler le même langage. On est pour la première fois, je dirais, dans ces relations locataires, rentrés très fortement dans leur PNL. Moi, je le vois sur l'hôtellerie. On a beaucoup parlé compte de résultats des opérateurs et l'impact de ces aides de l'État sur les comptes de résultats. Et aujourd'hui, on en parle toujours beaucoup. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tous ces opérateurs, ils ont des prêts garantis par l'État, il faut qu'ils les remboursent. Et la question est de savoir comment on arrive à profiler les loyers qu'on met en place pour leur permettre de les rembourser. Et l'autre sujet, vous me disiez tout à l'heure que j'étais un enfant du Covid, j'ai trouvé ça amusant. L'autre sujet que je vois beaucoup, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui ont, entre guillemets, été très fortement impactés dans leur business plan sur ces 2 années et qui veulent aujourd'hui, du coup, rattraper leur retard. Et notamment ceux qui sont détenus par des fonds de private equity, par exemple, qui ont des exigences de rentabilité très fortes. Aujourd'hui, ces locataires-là, ils ont des volontés de développement assez importantes et ils cherchent des partenaires pour les accompagner et pour financer leur croissance organique. Et donc oui, quelque part, nous, si on a aussi créé nos structures de gestion d'hôtels en Europe, c'est aussi pour être capable de se positionner sur l'accompagnement de ces locataires dans leur développement pan-européen. Donc on voit bien en quelques minutes, on est parti de la notion de dialogue, on a évolué vers celle d'accompagnement, et plus ça va, plus on va vers le partenariat, une interpénétration des intérêts qui me paraît très saine au fond. Alors on va peut-être finir sur un point, ou avant les questions, sur un point qui reste, que j'ai malgré tout une réalité, c'est cette problématique de l'aléa judiciaire, de l'aléa de jurisprudence, et je fais appel à la spécialiste que vous êtes. Absolument. On est aujourd'hui dans une situation où effectivement tout le monde a évolué vers une concertation. Cela étant, il reste encore, il ne faut pas être complètement angélique sur le sujet, un très fort contentieux entre bailleurs et preneurs, entre certains bailleurs et certains preneurs, parce qu'il y en a certains qui ont été vraiment très campés sur leurs positions respectives, avec un aléa quand même qui pèse sur les bailleurs, notamment parce que la jurisprudence a tendance à reconnaître certains motifs opposés par les preneurs
Alors certains ne fonctionnent pas du tout, hein, comme je vous le disais, la force majeure, mais je le savais quand même globalement depuis le début que ça aurait du mal à fonctionner. La force majeure ne fonctionne pas véritablement, mais certains motifs fonctionnent, comme par exemple la perte partielle de la chose louée, ou parfois l'exception d'inexécution, donc c'est-à-dire opposer le fait que le bailleur ne met pas à disposition le local alors même que ça ne dépend pas de lui, et certaines juridictions de première instance, voire de cour d'appel, reconnaissent effectivement la validité de ces raisonnements. Et donc, il y a certains dossiers qui vont aller au contentieux et qui peuvent même aller loin, à mon sens. Et juste pour rebondir sur le sujet, on voit que quand les qualités de bilan n'étaient pas là, que les taux d'effort étaient très élevés et que peut-être les propriétaires étaient un peu tendus du coup sur leurs actifs, il y a eu des discussions très compliquées qui vont mener à la sortie, dans certains cas, et on le voit beaucoup par exemple en Allemagne, de locataires. Et on voit que dans ces moments-là, en fait, c'est très important d'avoir des équipes qui sont très spécialisées pour être capable d'aller chercher les locataires en fonction de la zone, des caractéristiques de l'hôtel ou du centre commercial, hein, mais d'être capable d'aller chercher les bons locataires pour remplacer ces locataires déficients. Et Marie Cheval, est-ce que vous abondez dans ce sens? Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qui sont arrivées chez Carmila ou, sur ces problématiques un peu plus contentieuses? On en a eu, je dois dire qu'on en a eu très peu. Et globalement, on est toujours arrivé à trouver un accord avec, dans une logique vraiment partenariale et gagnant-gagnant. Donc on reste sur cette note lumineuse que je mentionnais. Avant les questions, on va voir de si ça se manière gâte avec les liminaire. questions. On va passer aux questions parce qu'il y en a pas mal et c'est le miracle de la télématique. J'ai déjà des questions qui flashent de la part des participants sur mon écran. Alors il y a une question, répondra qui voudra, vous pouvez répondre les trois. Quid des causes? Avez-vous négocié des clauses, j'aime beaucoup ce nom, des clauses de retour à meilleure fortune? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, alors effectivement, ce qu'on appelle les clauses à meilleure fortune, ce sont des clauses où le bailleur consent un accompagnement, une forme d'abandon mais temporaire, c'est-à-dire qui dépend de la réussite ultérieure du preneur. Oui, alors effectivement, ça fait partie des aménagements qui ont pu être négociés dans les baux. Donc il y a eu des abandons purs et simples, il y a eu des décalages de paiement des loyers, des échelonnements dans le temps sur un temps très long, ou alors effectivement des abandons temporaires avec clause de retour à meilleure fortune, absolument. Vous avez vu ça également, Marie Cheval, Dominique Ozanne? Oui, on a vu effectivement on a accordé des allègements substantiels assortis à certaines conditions. Oui, on peut appeler ça des clauses de retour à meilleure fortune. Il y a beaucoup de clauses qui ont été négociées, notamment dans le cadre des contrats de management sur le secteur hôtelier, où on a ce qu'on appelle des mécanismes de clawback, donc qui sont typiquement ce type de mécanisme. Et là, ça a été renforcé, effectivement. C'est-à-dire que quand on a fait jouer les garanties d'EBITDA, eh bien, ces mécanismes ont été mis en place. Très bien, c'est une parfaite réponse. Une autre question. On me parle des nouvelles attentes du tourisme d'affaires. Donc, je vais m'adresser peut-être plus particulièrement à vous, Dominique Ozanne. Je crois que c'est un sujet que vous maîtrisez quelque peu. Et notamment, enfin, en gros, la question, je vous la cite, comment voyez-vous le tourisme d'affaires dans les prochaines années? Et ça, je pense que vous allez être intarissable sur ce sujet. Le tourisme d'affaires, déjà, il y en a plusieurs. Hein, suivant qu'on parle de tourisme domestique, tourisme d'affaires domestique. Donc celui-là, il a été plutôt très résilient pendant la crise. Hein, c'est la résistance des chiffres de l'hôtellerie économique et moyenne gamme le montre. Après, évidemment, plus on monte en gamme, plus on est sur un tourisme d'affaires qui est international. Et celui-là, clairement, la question se pose de savoir si de façon structurelle, il sera toujours au même niveau que ce qu'il était en 2018 ou 2019. Les anticipations qui sortent de tous les grands cabinets hôteliers font état de baisse entre 10 et 25%, donc des fois des baisses très significatives. Après, ce qu'on voit, c'est que le tourisme, pour pondérer un tout petit peu ça, le tourisme international, lui, les anticipations sont d'une reprise assez forte en 2024, 2025, 2026. Et puis, on a un effet qu'on arrive difficilement à mesurer, qui est l'effet du télétravail ou des nouvelles façons de travailler. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit dans l'hôtellerie, et notamment dans l'hôtellerie de loisirs, c'est qu'avec le développement du télétravail, il y a de plus en plus de gens qui vont travailler dans les hôtels.
et dans des hôtels qui ne sont pas vraiment en plein centre des grandes villes et des grandes métropoles européennes. Et du coup, arriver à mesurer exactement l'impact exact de la baisse du tourisme d'affaires et de sa conséquence induite sur l'hôtellerie, c'est difficile, même si, comme je le disais, je pense que de façon structurelle, on ne fera plus des allers-retours à New York ou à Londres ou à Berlin pour un jour ou 2 jours, et on fera ce qu'on fait aujourd'hui, on fera des visios ou des Teams. Ce sera plus ESG, j'empiète sur un prochain sujet au fond. Alors, il y a des questions magnifiques qui arrivent, et j'en ai une, on parlait de la clause de meilleure fortune, là on va encore plus loin, la question c'est, si on avait une baguette magique, qu'il était possible de changer une disposition du décret sur les baux commerciaux, je lis la question, quelle disposition choisiriez-vous? Peut-être Faye, vous voulez commencer? C'est assez technique. Alors, si, moi j'ai quand même une petite préférence pour une clause personnellement qui est l'imprévision, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le dispositif du Code civil une disposition qui permet en cas de bouleversement profond d'un contrat d'obliger les parties à négocier et en cas d'échec d'aller devant le juge. Aujourd'hui, cette disposition n'est pas d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas aux parties et les parties peuvent y renoncer. On s'aperçoit que les bailleurs arrivent très souvent à permettre à obliger les preneurs à renoncer à cette disposition. Je serais assez favorable au fait de la rendre d'ordre public, si je dois dire. Est-ce que vous êtes d'accord, Marie Cheval? Tout à fait. Alors moi, je suis beaucoup moins savante néanmoins que Faye. Et donc moi, si j'avais une baguette magique, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la longueur des baux. Parce que c'est souvent ça qui donne l'impression que c'est lourd. Et parce qu'on doit notamment recopier dans les baux tout un tas de règles qui en fait existent par ailleurs. Donc je trouve que là-dessus, on devrait réussir à les réduire. Et néanmoins, je trouve qu'on fait porter souvent beaucoup de responsabilités au bail, alors qu'en fait, il y a beaucoup de lourdeurs qui ne sont pas liées au bail, qui sont liées aux réglementations autour. Je pense aux réglementations pompiers, aux autorisations administratives. Et quand on compare, par exemple, la France avec l'Espagne, en Espagne, on dit toujours, mais c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est beaucoup plus rapide parce que toutes ces réglementations-là sont beaucoup plus légères. Voilà. Donc, le bail, finalement, c'est quand même un bel outil. Donc, conservons-le. Oui, c'est ce que vous disiez tous, et c'est une des conclusions, on n'en est pas encore exactement à la conclusion, c'est que finalement, la crise a remis en exergue l'importance du bail et de ses modalités dans les relations locataires-bailleurs. Vous avez un commentaire sur quelque chose dont vous rêveriez avec une baguette magique, Dominique Ozin? En fait, j'allais plutôt répondre à l'inverse, que ce sur quoi je me bats aujourd'hui, c'est les clauses de cap d'indexation, parce que je considère qu'il y a des locataires qui veulent que les propriétaires et les locataires soient alignés en termes d'intérêt. C'est ceux qui proposent de jouer pleinement le jeu de l'indexation et voire même d'aller sur des loyers variables sur le chiffre d'affaires ou sur le résultat. Là, on joue complètement l'alignement d'intérêt. À l'inverse, vous voyez souvent des locataires qui, en ce moment, compte tenu de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, veulent caper les indexations. Et ça, pour moi, ça ne va pas dans le sens de l'alignement d'intérêt. D'accord. Et nous avons justement une question connexe à ça. La question est, je la cite texto, des loyers 100% variables sur le chiffre d'affaires vont-ils ou pas se généraliser, selon vous? Nous, on ne constate pas d'augmentation de cette demande-là. Ça représente une part très anecdotique de notre parc. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a développé pendant la crise. Faye, est-ce que vous avez un commentaire? Alors, moi, pour le moment, je n'en ai pas vu et je n'ai pas eu de demande d'un côté ou d'un autre. Donc, 100% variable, je n'ai pas encore vu. Nous, je prends ma casquette, mon ancienne casquette qu'au Vieux Hôtel, on avait fait en 2005, 2006, 2007. On avait récupéré à peu près 200 hôtels avec des loyers entièrement variables sur le chiffre d'affaires. On a été très très content de ça pendant 16 ans, vu qu'on a eu des indexations qui étaient allées entre 2 et 4% en moyenne par an. Et puis évidemment est venue la crise, et finalement la crise, ça a facilité en fait nos échanges avec le locataire, parce que oui, ça nous a très fortement impacté au moment où on a eu le Covid, mais fondamentalement, si on anticipe qu'il va y avoir de l'inflation, si on anticipe que la reprise va être forte, et c'était avant tout des hôtels économiques, et ben, finalement, on peut vivre avec une indexation 100% variable. Après, j'insiste sur le fait qu'il faut avoir des effets portefeuille et un effet de masse, parce que comme ça, on peut jouer la résilience de l'ensemble du portefeuille. Très bien. Nous avons décidément beaucoup de questions. Une question qui est peut-être un petit peu plus, je dirais, tricky. Est-ce qu'on dispose, sans rien révéler, de données chiffrées sur le nombre d'impayés de loyer pendant la crise sanitaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est public, en fait?
Alors, effectivement, on a, enfin, chaque comment dire, foncière a communiqué sur des niveaux de taux de recouvrement. La crise, elle a marqué une baisse du taux de recouvrement. Pour la première fois, d'ailleurs, on a certains preneurs, on va dire, se sont dit, tiens, finalement, je vais arrêter de payer le loyer. D'ailleurs, il faut rappeler que les loyers sont dus. Voilà, à partir du moment où on a réouvert. Je crois qu'on a vraiment aujourd'hui une normalisation de ces taux de recouvrement. Il y a eu en France beaucoup d'attentisme cette année puisqu'on attendait tous le décret sur les aides de l'État qui est enfin paru il y a quelques semaines. Et nous, on constate vraiment une normalisation qui, j'espère, va se poursuivre en 2022. Je trouve très intéressant, moi, de regarder les taux de recouvrement par foncière cotée. Si je prends le segment que je connais, l'hôtellerie, typiquement Covivio Hôtel, 92% de taux de recouvrement. Pourquoi ? Parce que des qualités des locataires très solides, des qualités de bilan qui sont là et des taux d'effort raisonnables. Et si on prend par exemple Eurantown, 49% de taux de recouvrement. Et là, des locataires très différents, beaucoup plus disparates, de plus faible taille de bilan, avec des taux d'effort qui étaient des fois très élevés. Donc je dirais, ça prouve bien que les difficultés ont été très fortement accrues suivant la typologie de locataires que vous aviez. Ben, c'est un bilan qui me paraît, sans être un spécialiste du secteur, très encourageant. Mais si on... Là encore, je rebondis sur une question. Si on se place plus dans la prospective, est-ce qu'on peut craindre de nouveaux abandons de loyers en 2022, des situations qui auraient perduré ? Vous voyez, c'est une question complexe, mais je pense que chacun peut avoir peut-être fait, voulez-vous ? En fait, ce qui risque de se passer sur le plan économique, c'est que certaines entreprises qui étaient peut-être fragiles avant la crise, qui ont finalement trouvé un petit souffle d'air pendant cette crise parce qu'elles ont été aidées notamment sur la question des charges fixes, absolument, vont se retrouver à devoir commencer à rembourser des PGE, et on risque de retrouver ce qu'on a évité jusqu'à présent, c'est-à-dire une vague de dépôt de bilan en fait, parce que pour le moment, le nombre de procédures collectives est en baisse par rapport aux années précédentes, paradoxalement, mais parce que beaucoup d'entreprises ont été aidées. On risque d'avoir un effet contraire dans les prochains mois ou prochaines années. Marie Cheval ? Moi, j'espère qu'en 2022, nous n'aurons plus de période de fermeture comme en 2020 et 2021, et donc pas d'abandon de loyer assez général comme on l'a vécu ces 2 dernières années. Après, on fera notre rôle d'accompagnement de preneurs éventuellement très en difficulté, comme on l'a fait dans le passé, même avant le Covid. Voilà. Donc s'il y avait des abandons de créances, ils ne sauraient selon vous être qu'éphémères pour rejoindre la voilà. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Dominique ? Après, je pense que les impacts de la crise, on les verra et on les connaîtra vraiment dans quelques années, parce que je pressens quand même qu'il y a des prêts garantis par l'État très difficiles à rembourser. Il y a une situation de reprise qui n'est pas complètement là, avec un État qui est plus dans la capacité de faire ce qu'il a fait par le passé. Donc on peut aller au-devant de situations compliquées si la situation sanitaire et si l'environnement au sens large ne s'améliore pas notoirement. Donc on va passer à une forme de conclusion de cette courte mais intense table ronde. On est parti sur l'idée de lumière et donc on reste dans l'idée de lumière, c'est-à-dire que ce n'est pas au bout du tunnel, on est revenu à une situation où il y aura des problématiques de recouvrement, mais il y en a toujours eu, mais elles ne sont pas forcément vouées à s'éterniser. Et d'une certaine manière, dites-moi si ma conclusion est la bonne, la crise sanitaire a paradoxalement, là encore, permis d'assainir peut-être, au fond, mais je vous laisserai finir peut-être en toute conclusion, les rapports locataires-bailleurs, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Est-ce que j'ai raison de dire ça ? Je souscris à cette conclusion. Très bien. Fait ou... Oui, il y a eu une courbe d'apprentissage tellement rapide et tellement que les preneurs et les bailleurs vont vraisemblablement apprendre à coopérer beaucoup plus vite et savoir coopérer plus vite. Et moi, je suis convaincu que l'alignement d'intérêts dont on parlait va être de plus en plus fort et qu'on va avoir des nouveaux schémas. Donc c'est bien qu'on aime les opérations un peu originales, mais où il va y avoir des situations croisées, de participation croisée sur le fonds de commerce et les murs, et puis de plus en plus de co-investissement en fait, sur à la fois l'immobilier ou sur les actifs en murs et fonds. Donc des partenaires particuliers, ce sera le mot de la fin. Voilà, cette première table ronde s'achève. On se retrouve dans quelques instants pour la suivante. Merci aux participants, Merci. aux intervenants. Merci beaucoup. Et à tout de suite.